Au mariage de mon frère, on m'a remis un badge en papier sur lequel était écrit « Invité à accès limité ». Ma mère a murmuré « Ça veut dire pas d'assiette ». J'ai regardé autour de moi, je me suis dirigé vers la table des cadeaux, j'ai récupéré mon enveloppe contenant le chèque de 7500 $ et j'ai dit « Je pense que vous n'en aurez plus besoin ». Puis je suis parti. Mon frère a couru après moi et mes parents ont crié « Reviens ». Mais je ne l'ai pas fait. C'était offensant. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Mon enveloppe se trouvait là, sur la table des cadeaux toute blanche, un peu cornée dans un angle depuis le moment où je l'avais posée plutôt contenant un chèque de 7500 $ que j'avais gagné à la dure. Il m'avait fallu des mois d'économie, des heures supplémentaires, renoncer à des vacances et dire non à des choses que je voulais, juste pour pouvoir faire quelque chose de significatif pour mon frère. Et malheureusement pour eux, j'étais sur le point de la reprendre. Je n'avais aucune idée que quelque chose n'allait pas jusqu'à mon arrivée au lieu de la réception. La cérémonie à l'église s'était bien passée, rapide, jolie, le genre de chose qui n'est qu'un flou et des applaudissements. Mon frère m'avait à peine parlé ce matin-là, mais j'ai mis ça sur le compte de la nervosité. Je ne m'attendais pas à un traitement de tapis rouge. Je ne suis pas ce genre de type, mais je supposais faire partie de la famille, après tout. Quand je suis arrivé à l'enregistrement de la réception, j'étais derrière un couple à qui l'on a remis des badges brillants, en forme d'enveloppe, bordés d'or, avec leur nom et numéro de table imprimés en calligraphie. Puis ce fut mon tour. La femme derrière la table n'a même pas levé les yeux. Elle m'a tendu un badge en papier. Je l'ai fixé du regard, blanc, de mauvaise qualité, imprimé avec un texte noir et épais qui disait « Invité à accès limité ». J'ai marqué une pause. J'ai pensé que c'était peut-être une erreur. Puis ma mère est apparue, comme si elle avait attendu à proximité juste pour ce moment. Elle s'est penchée et a murmuré comme si nous partagions une blague, ça veut dire pas d'assiette. J'ai attendu qu'elle sourie, qu'elle fasse un clin d'œil, qu'elle en fasse une plaisanterie, mais elle s'est simplement éloignée avant que je puisse même demander quoi que ce soit. Je suis resté là, tenant le badge, soudainement conscient du silence qui s'était installé dans ma tête, comme si j'étais sous l'eau. Je suis quand même entré dans la salle, me disant qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Mais dès que j'ai vu les tables, le plan de table, les serveurs qui plaçaient les plats, cela m'a frappé. Mon nom n'était inscrit nulle part. J'ai vérifié les tables de la famille. Rien. Pas même au fond. Pas de chaise, pas d'assiette, pas même un carton nominatif. Je n'étais pas un invité. J'étais un bouche-trou, une pièce rapportée qu'ils n'avaient pas pris la peine d'écarter. Je me tenais près du mur, regardant tout le monde s'installer. Mon frère a porté un toast. Mes parents ont applaudi. Sa fiancée s'est penchée et l'a embrassé sur la joue pendant que les gens prenaient des photos. J'ai attendu que quelqu'un me remarque, que quelqu'un vienne me dire que c'était un malentendu. Personne ne l'a fait. Ils m'ont vu. Ils s'en moquaient simplement. Alors, je suis sorti de la salle principale pour retourner à l'entrée où se trouvait la table des cadeaux. Elle était bondée plus tôt, mais maintenant elle était calme, avec seulement quelques enveloppes et sacs cadeaux éparpillés. J'ai repéré le mien immédiatement. C'était le seul qui n'était pas scellé avec un autocollant ou un ruban, juste replié. Je l'ai ramassé, je l'ai ouvert, j'ai sorti le chèque et je l'ai tenu un instant. Puis j'ai dit, pas fort, mais assez clairement, je pense que vous n'en aurez plus besoin. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Je n'avais pas fait 10 pas que j'ai entendu des chaises racler, quelqu'un appelait mon nom. Puis la voix de mon frère, plus forte, plus en colère. Et puis mes parents. Ils criaient tous maintenant. Reviens. Reviens. Je ne l'ai pas fait. J'ai marché calmement jusqu'à ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans un second regard. Ils pouvaient porter des toasts et danser autant qu'ils le voulaient, mais maintenant la lune de miel qu'ils avaient si désespérément cherché à s'offrir venait de perdre un peu de son éclat. Ils ne voulaient pas de moi? Très bien. Mais ils n'allaient pas non plus se servir de moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que j'étais en colère même si je l'étais, mais parce que tout ce qui s'était passé n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête avec une précision parfaite, encore et encore, comme si c'était gravé à l'intérieur de mes paupières. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à cette enveloppe posée sur la table des cadeaux. À quel point j'étais fier quand je l'ai déposée. Je pensais que je faisais quelque chose de bien, quelque chose de significatif. Je pensais que je faisais partie de quelque chose. Au lieu de cela, j'étais le type avec le badge en papier. Le type qui n'avait pas de siège.
Le type dont sa propre famille avait décidé qu'il n'avait pas tout à fait sa place. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Le matin, les textos ont commencé. D'abord, ma mère, puis mon père, puis mon frère. On peut parler? S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Ne gâchons pas le week-end. Personne n'a dit qu'il était désolé. Personne n'a rien admis. Ce n'était que de la déviation et des paroles mielleuses, comme si ma réaction était le problème, pas leur traitement. Ma mère a même écrit « Nous pensions que ça ne te dérangerait pas de rester debout, puisque tu dis toujours que tu te fiches des choses chics. » Bref, comme si j'étais censé être reconnaissant pour le privilège d'être exclu avec le sourire. Vers midi, mon père a appelé. J'ai ignoré. Il a rappelé, puis un texto « Viens. On veut parler. Ton frère est là aussi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une douche, préparé le petit déjeuner et nettoyé la cuisine. Je ne leur devais aucune urgence, et je ne leur devais pas non plus le bénéfice du doute. Mais quand même, une partie de moi voulait y aller, non pas pour arranger les choses, mais pour les regarder se tortiller un peu. Ils avaient besoin de ce chèque. Je le savais. Je savais à quel point ils étaient proches du gouffre financièrement. J'avais entendu mon frère se plaindre du coût du lieu de réception et à quel point ils étaient à court pour essayer de réserver une lune de miel le même mois. Alors, j'y suis allé non par pardon, mais par curiosité. Quand je suis arrivé dans l'allée, la voiture de mon frère était déjà là. Celle de mon père aussi. Je suis entré sans frapper, et ils étaient tous les trois dans le salon. Ma mère a essayé d'avoir l'air décontracté, souriant comme si je revenais de longues vacances. Mon père a hoché la tête comme si cela allait être une conversation raisonnable. Mon frère s'est levé et a à moitié levé une main, comme s'il n'était pas sûr de devoir me serrer dans ses bras ou me serrer la main. Je me suis assis et je n'ai rien dit. J'ai attendu. Mon père a parlé en premier. Il a dit que la façon dont les choses s'étaient passées hier était vraiment malheureuse. Non pas qu'il l'ait rendue malheureuse, juste qu'elle se soit avérée malheureuse. Ma mère a enchaîné avec quelques phrases sur une mauvaise communication et la logistique. Elle a utilisé le mot « oubli » plusieurs fois, comme si j'étais simplement passé entre les mailles du filet, comme si mon absence à n'importe quelle table et mon exclusion du dîner avaient été une erreur de tableur. Mon frère n'a pas dit grand-chose. Quand il a parlé, c'était vague. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais que tu comprendrais. Comme si j'étais censé être un moine éclairé qui flotterait au-dessus de l'humiliation. J'ai tout écouté, hochant la tête de temps en temps. Et quand ils ont eu fini de faire du contrôle des dommages, je les ai regardés et j'ai dit une chose. Je pourrais changer d'avis. C'était tout. Pas de promesse, juste ce mot, pourrait. Le changement dans la pièce a été instantané. Ma mère s'est redressée, les yeux écarquillés comme si je venais de lui lancer une bouée de sauvetage. Mon père a eu cette petite expiration brusque, comme si le soulagement l'envahissait déjà. Même mon frère a levé les yeux pour la première fois et m'a regardé directement. Je pouvais sentir leur espoir, épais dans l'air, comme s'ils pensaient m'avoir reconquis. Ma mère s'est mise à parler vite sur à quel point ce serait généreux, comment cet argent irait directement à la lune de miel, comment elle ne voulait pas que cette petite chose pèse sur nous pour toujours. Mon père a ajouté que les familles ont des moments difficiles, mais qu'elles les surmontent. Mon frère n'a pas dit merci. Même pas à ce moment-là. J'ai juste souri un peu, je me suis levé et j'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis sorti, les laissant avec ce mot, pourrait, bourdonnant à leurs oreilles comme une promesse secrète. Et je le pensais exactement comme il sonnait. Pas un non, pas un oui, juste une longue pause. Laissez-les mariner là-dedans. Laissez-les mijoter, parce que pour la première fois depuis longtemps, ils voulaient quelque chose de moi. Et j'allais leur faire sentir ce que c'est que d'espérer que quelqu'un d'autre vous donne ce dont vous avez désespérément besoin et ne le fait pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de ma mère. Sa voix était douce, prudente, comme si elle parlait à quelqu'un en pleine dépression. Elle a dit qu'elle y avait pensé toute la nuit, que peut-être les choses avaient été gérées, un peu trop rigidement, au mariage, qu'ils auraient peut-être pu mieux communiquer les choses. Elle n'a pas dit les mots que j'attendais. Pas de « nous avons tout gâché ». Pas de « je suis désolé ». Rien de tel. Juste une tentative de présenter le tout comme un malentendu, quelque chose de mineur que j'avais peut-être exagéré. Puis est venu le coup de grâce.
Il reportait la lune de miel. Pas annulée, juste, la repousser un peu. Elle l'a dit comme si c'était un retard dû à la météo, comme si leur plan avait rencontré de légères turbulences qui se résoudraient d'elles-mêmes. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est la partie que je savais déjà, sans mon chèque, ils étaient fichus. Plus tard dans l'après-midi, mon père a appelé. Il joue toujours différemment, moins émotif, plus calculateur. Il a dit qu'il était fier de l'homme que j'étais devenu, prospère, stable, fiable. Il a dit que tout le monde dans la famille ne pouvait pas en dire autant et que je devrais être fier de moi d'avoir quelque chose à offrir. Puis il en est venu au fait. Nous faisons confiance à ton jugement, a-t-il dit. Je sais que tu prendras la bonne décision. Ils en mettaient une couche, maintenant, les faux compliments, l'inquiétude polie, le rappel subtil que j'étais le fiable, le mature, celui dont ils avaient besoin. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la voiture. 6 mois plus tôt, je leur avais prêté mon second véhicule lorsque le leur était tombé en panne. C'était censé être pour une semaine ou deux. Je ne l'ai jamais récupéré. Mon père n'arrêtait pas de dire qu'ils attendaient une pièce, puis qu'ils attendaient un mécanicien, puis que le mécanicien ne s'était pas présenté, et ainsi de suite. J'ai arrêté de demander. C'est devenu une autre chose que j'avais faite pour la famille, mais la voiture était toujours à mon nom, toujours sur mon assurance. J'ai ouvert le compte et vérifié. Oui, toujours immatriculé à mon nom. J'ai programmé une dépanneuse pour vendredi matin. Pas d'avertissement, pas de préavis de courtoisie. J'ai juste donné l'adresse à la société et attendu la confirmation. Vendredi à 9h12, mon téléphone a sonné. Ma mère. Je n'ai pas répondu. Puis de nouveau, immédiatement. Puis une troisième fois. Finalement, j'ai décroché. Il y a quelqu'un dehors. Il remorque la voiture. C'est toi qui as fait ça? J'ai dit, oui. Silence. Pourquoi, a-t-elle demandé. Je lui ai dit que je changeais de compagnie d'assurance, ce qui n'était pas un mensonge. Elle a dit qu'ils avaient besoin de la voiture, qu'ils avaient des projets, que c'était peu pratique. Je pouvais entendre la voix de mon père en arrière-plan, déjà en train de crier sur quelqu'un dehors. J'ai dit, alors peut-être que vous devriez en emprunter une, en louer une, ou trouver une solution. C'est ce que je devrais faire, n'est-ce pas? Elle a dit, c'est à cause du mariage, n'est-ce pas? J'ai dit, non, il s'agit de schémas répétitifs. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu le premier message direct de mon frère depuis le mariage. On peut parler? Juste nous deux. 5 mots, pas de ponctuation. Je l'ai fixé pendant un moment. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la surprise. Il savait pourquoi je ne répondais pas. Il était resté là à laisser faire. Il en avait fait partie. J'ai attendu 6 heures avant de répondre, bientôt. Pas aujourd'hui. Pas ce soir. Ils pouvaient attendre. Laissez-les tous attendre. Laissez-les vivre avec le même silence qu'ils m'avaient autrefois infligé. Laissez-les veiller la nuit en se demandant ce que je déciderai et quand je le déciderai. Pour une fois, c'était moi qui tirais les ficelles. Je n'ai pas répondu à mon frère de nouveau cette semaine-là. Je voulais voir combien de temps il mettrait avant de craquer. Il n'a pas appelé. Il a juste envoyé un autre message le lendemain, s'il te plaît, parle-moi. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai laissé son message en « lu ». Pendant ce temps, le silence de mes parents était presque plus assourdissant. Pas de relance, pas d'excuses, pas d'explications, ce qui m'a appris 2 choses. Premièrement, ils paniquaient. Et deuxièmement, ils essayaient de trouver un moyen de sauver la face si je décidais de couper complètement les ponts. J'ai commencé à penser que peut-être ils ne croyaient pas que j'irais jusqu'au bout, que peut-être ils me voyaient toujours comme le même type qui se présentait à chaque réunion de famille, payait le dîner plus souvent qu'à son tour, et restait silencieux quand il profitait de lui parce que, c'est comme ça la famille. Mais j'en avais fini d'être prévisible. 3 jours après que la voiture a été remorquée, je suis passé à l'improviste. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis entré par la porte d'entrée. Mon père était dans le salon en train de regarder les informations. Il a sursauté quand il m'a vu. Ma mère est sortie de la cuisine comme si elle avait répété quelque chose. « Je ne savais pas que tu venais », a-t-elle dit. « Je sais. » Je me suis assis à la table. Ils ne m'ont pas offert de café, ce qui était une première.
Mon père a coupé le son de la télévision et s'est penché en avant comme s'il se préparait à un argumentaire. Il a dit qu'ils avaient parlé à Ryan, mon frère, et qu'il était, vraiment bouleversé, par tout cela, qu'il n'avait jamais eu l'intention que je me sente exclu, que le mariage était stressant et chaotique et plein de décisions qui devaient être prises rapidement. Puis ma mère a ajouté qu'ils avaient examiné d'autres options de lune de miel. Quelque chose de plus petit, a-t-elle dit. De plus local. J'ai demandé s'ils avaient déjà réservé quelque chose. Ils ont dit non, qu'ils étaient encore en train de voir comment faire. J'ai hoché la tête. Puis j'ai dit ceci, je pourrais peut-être aider, mais je pensais peut-être le faire sous forme de prêt. Rien de trop formel, juste quelque chose avec des conditions. La pièce s'est figée. Quel genre de conditions, a demandé mon père. Des remboursements mensuels avec intérêt, ai-je dit. Rien de fou, mais c'est beaucoup d'argent. Je pense que c'est juste. Ils m'ont tous les deux regardé comme si je venais de parler une autre langue. Ma mère a dit, mais c'était un cadeau, n'est-ce pas? Ça allait l'être, ai-je dit. Puis vous m'avez déclassé en invité à accès limité et m'avez exclu de votre mariage comme si j'étais un lointain cousin que vous connaissiez à peine. Mon père est devenu silencieux. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Et j'ai ajouté, je voudrais que la discussion de groupe familial soit fermée. Je ne lirai plus un seul message d'une tante sur des projets de fête à la piscine à moins d'être réellement traité comme un membre de cette famille. Elle a commencé à dire quelque chose, mais je me suis levé. Ou, ai-je dit, vous pouvez emprunter l'argent ailleurs. Débrouillez-vous. Si Ryan en a vraiment besoin, peut-être qu'il peut prendre un deuxième emploi. Ou vous deux pouvez vendre quelque chose. Je suis sorti avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je n'étais pas à mi-chemin de l'allée que Ryan est arrivé. Il a sauté de la voiture comme s'il s'était précipité pour rentrer. Attends, Tom. Attends. Je me suis arrêté. Il avait l'air fatigué. Pas faussement fatigué, vraiment épuisé. Et d'une manière étrange, ça m'a décontenancé. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Je sais qu'ils ont tout gâché, a-t-il dit. Je sais que moi aussi. Mais tu as fait valoir ton point de vue. D'accord? N'insiste pas. Je n'ai rien dit. J'ai demandé de l'aide à papa. Je ne savais pas qu'ils allaient te traiter comme ça. Je le jure. Je l'ai découvert après. Je lui ai demandé s'il avait eu quelque chose à dire à la réception, quand il m'a vu debout sur le côté, quand je suis sorti avec l'enveloppe. Il n'a pas répondu. J'ai mérité ce cadeau, ai-je dit. Chaque dollar. Il a hoché la tête. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose d'inattendu, un message de la fiancée de Ryan. Salut, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais je veux juste que tu saches que je suis vraiment désolé. J'ai vu ce qu'ils ont fait, et tu ne méritais pas ça. Ça m'a arrêté une minute. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai souri. Au moins une personne dans cette maison avait une boussole morale qui fonctionnait. Après ce message de la fiancée de Ryan, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait de toute la semaine, j'ai répondu. Merci de dire ça. J'apprécie, vraiment. Elle a répondu presque instantanément. J'aimerais juste que tu sois resté. Je pense que tout se serait déroulé différemment si tu avais été là plus longtemps. Je n'étais pas d'accord, mais je n'ai pas argumenté. Je n'allais pas déverser mon amertume sur la seule personne dans tout ce gâchis qui semblait avoir une conscience. Ryan ne m'a plus envoyé de message après que je sois parti de la maison. Mes parents non plus. Ils attendaient, espéraient. Je pouvais le sentir. Ils pensaient que j'étais encore en train d'y réfléchir, peut-être en train de m'adoucir, peut-être de devenir nostalgique de la famille. Au lieu de cela, j'affûtais le couteau. Ce week-end-là, j'ai envoyé un texto à ma mère sans crier gare. Est-ce que vous reportez toujours la lune de miel? Elle a répondu en moins de 2 minutes. Oui, nous n'avons rien réservé. Nous voyons juste comment les choses évoluent. J'ai enchaîné. Donc, vous attendez toujours de voir si je vais aider. Une autre pause cette fois. Puis, nous l'espérons, oui. Mais c'est ta décision. Nous ne te mettons pas la pression. Bien sûr. Juste l'optimisme habituel teinté de culpabilité, le genre qui dit, tu fais du mal à la famille, mais nous ne le dirons pas à voix haute parce que nous voulons toujours l'argent. J'ai laissé passer une journée entière. Puis, j'ai envoyé un autre message.
J'ai parlé à un conseiller financier. Si je fais quelque chose, ce devra être un contrat formel avec des signatures, des intérêts, et une clause stipulant que vous ne pouvez plus me parler de l'argent, sauf par écrit. Pas de réponse pendant des heures. Puis mon père m'a envoyé un texto directement. Tu es sérieux, là? Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, ma mère a de nouveau envoyé un texto. Peut-être devrions-nous tous nous rencontrer et en discuter calmement. J'ai envoyé un emoji pouce levé. C'était tout. Quand nous nous sommes rencontrés le lendemain, ils ont essayé de garder les choses amicales. Ma mère a fait du café. Mon père avait une liste imprimée d'idées alternatives, y compris une où je donnerais une partie de l'argent maintenant et le reste après qu'ils aient réparé la confiance. Ryan n'était pas là. J'ai demandé pourquoi. Ma mère a dit, il ne veut plus faire partie de ça. Il est assez stressé comme ça. J'ai souri et j'ai dit, c'est juste. Je suis stressé aussi. Alors, finissons-en. Mon père m'a tendu la page imprimée comme si c'était un traité de paix. Je l'ai parcouru des yeux, puis je l'ai plié en deux et je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table. J'ai pris ma décision, ai-je dit. Vous devrez vous débrouiller sans moi. Empruntez l'argent. Gagnez-le. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne me le demandez plus. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Mon père s'est simplement affalé comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Ce moment où l'espoir a complètement disparu de leur visage, je ne l'oublierai jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 0 message. Pas un seul appel. Ils sont devenus silencieux. Je n'étais pas surpris. Plus tard dans la semaine, la fiancée de Ryan m'a de nouveau envoyé un texto. Ils m'ont dit que tu avais tout annulé. Je veux juste que tu saches que je pense toujours que tu avais raison. J'ai fixé ce message pendant un moment, puis j'ai répondu, tu es la seule qui comprend. Et elle a dit, peut-être que je ne suis tout simplement pas encore habitué à ce genre de famille. Celui-là m'a fait rire. Au moins quelqu'un l'avait enfin dit à voix haute. Le silence n'était pas la paix. C'était une punition. Une semaine s'est écoulée, puis 2. Pas de texto, pas d'appel, rien de mes parents, et rien de Ryan. Pas même les tentatives habituelles passives-agressives de me ramener. Ils n'ont pas dit qu'ils coupaient les ponts avec moi, mais ils n'en avaient pas besoin. Il était clair qu'ils pensaient que j'étais allé trop loin parce que j'avais cessé d'être celui qui ravalait sa fierté, parce que j'avais cessé d'être le paillasson de la famille avec un sourire poli, parce que j'avais dit non et qu'ils ne pouvaient pas le supporter. La discussion de groupe familial est devenue complètement morte. Quelques cousins éloignés ont posté quelque chose sur leur projet d'été. Personne n'a répondu. D'habitude, ma mère aurait au moins mis un emoji cœur ou un joyeux, ça a l'air sympa. Mais cette fois, le silence. Mon père a ignoré un simple courriel professionnel que j'avais envoyé, prétendant qu'il avait dû lui échapper. Mon anniversaire approchait dans quelques semaines. Je savais déjà ce qui se passerait, rien. Ils n'étaient pas en colère que je sois parti, ils étaient en colère que je l'ai fait avec dignité. Ce qui est drôle, c'est qu'ils pensaient que je serais en train de ruminer mes regrets, que je finirais par revenir en rampant, en m'excusant pour ma réaction. Mais ce n'était pas le cas. La version de la famille que je pensais avoir me manquait, pas celle qui existait réellement. Puis, de nulle part, un message de la fiancée de Ryan est apparu. « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je sais que ça a été calme. J'espère juste que tu vas bien. » Je lui ai dit que oui, que j'appréciais qu'elle dise quelque chose parce que personne d'autre ne l'avait fait. Elle a répondu, ça a été tendu. Ils n'en parlent pas vraiment, mais je sais qu'ils espèrent tous encore que tu changeras d'avis. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, puis j'ai réécrit. Ils devront s'habituer à l'idée que je ne le ferai pas. Elle n'a pas essayé de me faire changer d'avis. Elle ne m'a pas dit de leur pardonner ou de passer à autre chose. Elle a juste dit, j'espère vraiment que tu seras encore là pour le prochain chapitre parce que tu comptes, même s'il ne le montre pas. Je suis resté assis là un moment, tenant mon téléphone, ne sachant pas comment répondre à cela. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête, et c'était la seule gentillesse que quelqu'un de ce côté de la famille m'avait montrée depuis le mariage. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification bancaire, un petit virement du compte de mon père vers le mien. 40 $. Pas de note, pas de contexte. C'est comme ça qu'il voulait rouvrir la communication. Je l'ai refusé. Le même jour,
j'ai annulé la réservation pour le dîner d'anniversaire que j'avais faite des semaines auparavant, celle que j'avais gardée au cas où il se ressaisirait. C'était censé être dans ce petit restaurant que j'aimais, rien de chic, juste calme et bon. Au lieu de cela, j'ai commandé à emporter et j'ai mangé seul sur ma terrasse avec une bière. Paisible, simple, sans badge en papier, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression qu'il manquait quelque chose. Il pensait m'avoir mis à l'écart. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà quitté les lieux. Cela faisait un peu plus d'un mois, assez longtemps pour que le silence s'installe comme de la moisissure, lent, silencieux et indubitablement permanent. J'ai arrêté d'attendre des textos. J'ai arrêté de vérifier la discussion de groupe familial. Je ne recevais même plus les chaînes de courriels habituelles que ma mère transférait une fois par semaine sans les lire. Ryan avait complètement disparu. Pas un mot depuis que je les avais repoussés. Je me suis dit qu'il en avait fini avec moi ou, plus probablement, qu'il avait choisi de ne pas gérer le désordre parce que y faire face signifiait admettre qu'il y avait joué un rôle. J'étais passé à autre chose, principalement, du moins en surface. J'étais de retour au travail, je mangeais mieux, je dormais bien. J'ai même commencé à envisager un voyage que je reportais depuis des années, quelque part loin, un endroit où il ne pourrait pas m'atteindre. Puis, un jeudi soir au hasard, tout a éclaté de nouveau. J'étais à moitié endormi sur le canapé, quelque chose d'insipide jouait à la télévision, quand j'ai vu une notification d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais la première ligne m'a fait me redresser. « Salut, j'espère que ce n'est pas trop bizarre, mais j'ai vraiment besoin de te dire quelque chose. C'est à propos du mariage et de ton frère. Je n'étais pas sûr de devoir te contacter, mais j'ai l'impression que tu mérites de le savoir. » J'ai cligné des yeux. Le numéro n'avait pas de nom associé, juste un indicatif régional local. J'ai continué à lire. C'est la cousine de Carrara. J'ai aidé à organiser des parties du mariage, le placement, les confirmations de présence, tout ça. J'ai vu la liste originale des invités. Tu étais inscrit comme famille. Accès complet. Assis à la même table que tes parents et Ryan. Un autre message a suivi quelques secondes plus tard. 3 jours avant le mariage, ta mère l'a changé. Elle a envoyé une liste révisée par courriel. Tu étais le seul nom à avoir été déplacé. Ryan a approuvé. Je me souviens avoir trouvé ça bizarre, mais je me suis dit que c'était une affaire de famille. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté assis là à fixer mon téléphone, mon cœur battant d'une manière lente et lourde. Pas choqué, pas exactement, juste exposé. Comme si quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une pièce où je tâtonnais depuis des années. Puis un dernier message, je n'essaie pas de semer la zizanie. Je ne pouvais tout simplement plus garder ça pour moi. Ce qu'ils ont fait n'était pas correct. Je suis vraiment désolé. J'ai fixé l'écran. Ils savaient. Ryan, mon propre frère, m'avait vu sur cette liste originale et les avait laissés me rétrograder dans la catégorie « accès limité », comme si j'étais un cousin au 2e degré à qui personne ne parle. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un problème de prestataire ou une limite de capacité. C'était délibéré, précis, préapprouvé, et ils l'ont fait en sachant exactement ce que j'apportais sur la table. Littéralement. Ils étaient au courant pour le chèque. J'avais dit à Ryan des semaines plus tôt que j'avais prévu quelque chose de grand pour le mariage. Je voulais que ce soit une surprise, quelque chose qui lui enlèverait la pression, quelque chose de significatif. C'est lui qui m'avait dit à quel point leur budget était serré. J'avais offert d'aider, et il m'avait laissé faire. Puis, 3 jours avant le mariage, il a donné son accord pour m'exclure. Je suis resté assis là et j'ai fait défiler nos anciens messages. Je suis remonté à la nuit où il a appelé et dit « Mec, je ne sais pas comment on va pouvoir se payer la lune de miel. » Et à moi répondant « Je m'en occupe. » Ne t'inquiète pas. Il le savait, et il l'a fait quand même. Il voulait l'argent, mais pas le lien. Il ne me voulait pas sur les photos, dans les discours, à la table. Il voulait juste l'enveloppe. Et c'est à ce moment-là que la douleur a cessé. C'est à ce moment-là que les choses ont basculé, parce que maintenant je savais exactement qui ils étaient. Et j'avais la preuve. Plus de doute. Plus de seconde chance.